Donc c'est la dernière session de cet après-midi, enfin de la journée d'ailleurs. Ça va comme vous voulez. Alors j'ai intitulé ça Les joyaux cachés de l'IBMI. En fait c'est une traduction française de présentations qui sont faites de temps en temps aux US, qui s'appellent Hidden Gems. Et l'idée c'est de voir quelques fonctionnalités qui pourraient vous être utiles. C'est toujours pareil, je ne sais pas. Vous les connaissez peut-être déjà, d'autres non. Et bon, voilà, l'idée c'est de discuter un petit peu autour de ça. Alors, on va voir quelques fonctions. Il y en a, c'est des fonctions SQL, d'autres c'est de l'open source. L'idée c'est de voir un petit peu comment on pourrait comparer donc, et synchroniser des fichiers entre partitions. Depuis que j'ai fait ce topo, en fait, maintenant je m'en sers tout le temps entre mes deux machines. Là, chaque fois que j'ouvre, créer un source quelque part, j'appelle mon programme et hop, ça synchronise partout, c'est très bien. Ensuite, on parlera un petit peu des certificats numériques, mais on est dans l'information générale. Là, c'est pas très technique, la session n'est pas très technique, mais c'était juste pour que vous sachiez quelles sont toutes les possibilités, enfin toutes, je les ai peut-être pas, j'en ai peut-être oublié, mais quelles sont certaines possibilités qui permettent de gérer les certificats aujourd'hui sur l'IBMI, il y en a 3 ou 4. Et puis ensuite, eh bien, je fais, voilà, il y a différentes choses qu'on va voir. Il y a un petit peu de tout, il y a du RPG, il y a du SQL, il y a du ACS, il y a... Enfin, bien, les présentations qui sont complémentaires à celle-ci, celle que j'ai faite sur SQL en début d'après-midi, enfin en fin de matinée, pardon, celle de Sources Tools, il y a Gauthier qui a dû faire, donc qui fait maintenant, là, oui, une session sur les trucs et astuces de PHP, et demain, je crois que c'est Nicolas Fraisse qui en fait un sur le système management. Et puis Birgitta fera un topo aussi sur les services SQL. Alors, je voulais vous faire voir quelques petites choses sur la comparaison et la synchronisation de fichiers IBMI entre partitions. Donc, on va voir 2 choses principalement. Donc la comparaison, c'est une fonction SQL qui s'appelle comparefile, et puis il y en a une maintenant qui s'appelle compareIFS. Celle-ci est plus récente. Celle-ci date de 2023, je crois. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais bon, l'objectif pour comparefile, c'est de comparer 2 fichiers entre eux, soit en termes de contenu, pour savoir s'ils contiennent la même chose, soit en termes d'attributs. Est-ce qu'il y en a un qui est journalisé, l'autre qui n'est pas journalisé, par exemple, ou ce genre de choses. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette fonction-là, comme dans la fonction compareIFS d'ailleurs, on a la possibilité d'indiquer dans les paramètres de la fonction le nom de la base de données distribuée distante, donc le nom de la partition distante, et donc de comparer 2 fichiers qui sont sur 2 partitions différentes. La fonction comparefile, donc, elle va permettre de comparer soit le contenu, soit les attributs. La compareIFS, elle ne permet pas de comparer le contenu. Elle ne permet que de comparer que la présence et les attributs. Et concernant la synchronisation, eh bien, je suis passé par un module que vous connaissez ou pas, je ne sais pas, qui s'appelle AirSync, donc qu'on utilise un peu partout. Bien sûr, ce n'est pas spécifique IBMI, tout ça, c'est l'open source. Donc je l'ai installé sur l'IBMI, un petit peu de... Ouais, même pas de config, il n'y a pas grand-chose. Enfin. C'est plutôt de la syntaxe, et ça permet de synchroniser donc, des fichiers entre répertoires, entre fichiers, ça marche assez bien, et c'est de la synchronisation incrémentale. Donc il n'écrase pas tout pour tout remettre, il fait donc par incrément. Ça permet de générer des backups assez facilement. Donc, et là, on peut le faire soit sur la même partition, donc soit sur 2 partitions différentes. Alors, on va commencer par comparefile. C'est assez simple à comprendre. Donc, c'est une fonction table, c'est une UDTF. Donc, c'est une fonction SQL, pardon. Donc, on la lance en faisant un select from table.
toutes les fonctions UDTF, donc ce sont des fonctions où on indique donc table dans la syntaxe SQL, select étoile from table, le nom de la fonction, et puis voilà les attributs. C'est assez simple à comprendre. Pour ceux qui ne connaissent pas, dans ACS, pour avoir ça, là, pour cette liste-là, j'ai positionné mon curseur entre les deux parenthèses ici, là, et j'ai fait F4, ou contrôle espace, et ça me donne la liste des paramètres donc, de la fonction en question. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Quel est le fichier 1 donc, que je veux comparer avec le fichier 2 que je veux comparer, dans quelle bibliothèque ils sont, et éventuellement, et c'est ça qui va m'intéresser ici, donc le nom de la base de données distribuée distante, si je veux donc le comparer avec un fichier qui se trouve sur une autre partition. Ensuite, donc je pourrais soit comparer les attributs, soit comparer les données, soit les deux. Donc là, on peut mettre du yes ou du no. Et puis éventuellement, si vous avez le dispositif DB2 SMP, eh bien, vous pouvez faire donc du traitement en parallèle, ce qui permet d'améliorer considérablement quand même les perfs, parce que si vous comparez le contenu, forcément c'est long. Les attributs, c'est pas long, mais le contenu, ça peut être très long. Donc, si vous avez l'option 26 de SS1, qui est le DB2, donc Simultaneous Multiple Processing, SMP, et que vous avez la config qui va bien donc, pour pouvoir faire du traitement parallèle. Je vous rappelle que cette option-là, en fait, est devenue gratuite depuis juin 2022. Donc, eh bien, vous pouvez faire du traitement en parallèle. Donc, j'ai pris des exemples assez simples. Vous voyez sur la première partition, j'ai un fichier EMP3, donc qui se trouve dans une bibliothèque, S425F. J'ai le même fichier qui s'appelle EMP3 dans la même bibliothèque sur la deuxième partition. Donc voilà, les fichiers sont identiques, donc, enfin, en termes de nom, en tout cas, et en termes de bibliothèque. Mais à la limite, peu importe, on choisit la bibliothèque que l'on veut. Mais vous voyez, ils n'ont pas les mêmes données. Donc à un moment donné, là, pour Jacques, en fait, le service n'est pas le même. Donc je peux utiliser en fait compare file. C'est très simple à utiliser, select étoile from table, donc le nom de la fonction c'est compare file. Quelle bibliothèque du premier fichier, quelle est la bibliothèque du deuxième fichier, quel est le nom du premier et du deuxième fichier, donc ça peut être des noms différents bien évidemment. Et puis ici vous indiquez donc le nom du répertoire de base de données distribuée de la partition distante. Donc mon fichier EMP3 là sur la partition 2, il se trouve sur telle machine, donc ça c'est le résultat d'un workstream database directory, donc le répertoire des bases de données distribuées. Vous indiquez donc ici le nom de la machine distante et vous choisissez après si vous voulez donc comparer les attributs et ou comparer les données. Là j'ai juste comparé les données et ça va m'indiquer donc que il y a une différence, c'est que le RRN numéro 3 dans le fichier n'a pas les mêmes valeurs en fait que le RRN numéro 3 donc dans la table en fait sur le fichier 2, le RRN c'est le numéro relatif d'enregistrement, donc c'est le troisième enregistrement ici dans ma table. Bon voilà, c'est assez simple, et on a juste à indiquer donc dans RDB2 le nom du poste donc du répertoire de base de données distribué. Ça c'était pour comparer les données. Si on veut comparer les attributs, eh bien on met compare attribute égale yes, donc là j'ai fait le contraire, yes et no, et ça va m'indiquer donc pour les deux fichiers s'il y a des attributs différents, donc en termes de droit, en termes de journalisation, etc., entre les deux fichiers. Okay. Toujours pareil, partition distante possible, ou sur la même partition. Je ne suis pas obligé de renseigner le paramètre RDB2. Je peux le laisser en fait à nul, et à ce moment-là, ça sera sur la même partition. On peut s'en servir pour comparer des fichiers sources, c'est assez pratique. Là, vous voyez, j'ai comparé en fait mes deux fichiers sources qui sont sur deux partitions différentes. Mon fichier QRPG LESRC sur la partition 1 avec le fichier QRPG LESRC sur la partition 2 dans la même bibliothèque, mais ça pourrait être dans des bibliothèques différentes. Et ça va m'indiquer en fait, qu'il me manque un certain nombre de membres, enfin qu'il y en a un peu plus en fait, dans fichier 1, tous ces membres-là donc, qui n'existent pas dans fichier 2. Entre ma machine de dev et ma machine de test, j'ai tout ça qui existe en plus, qui n'existe pas de l'autre côté. Donc ça peut être assez pratique si on veut comparer deux fichiers sources, QDDS, QCL, QRPG, ce que vous voulez en fait, on s'en fiche, entre deux partitions. Bon voilà, c'est pas très très compliqué en soi. Ensuite on a une fonction donc, qui s'appelle compareIFS. Donc pareil, c'est une UDTF, donc une fonction de table, donc select étoile from table et puis le nom de la fonction, elle se trouve dans Q6.2, même principe, contre l'espace ou F4 et j'ai la liste des paramètres. Et donc là je vais indiquer, donc ça permet de comparer donc le nom
Donc soit on fait des différences en fait uniquement sur le nom, soit on peut faire des différences sur les attributs, hein, donc dans ce paramètre-là. Vous pouvez donc indiquer le chemin de départ, le chemin de départ sur la première machine, le chemin de départ sur la deuxième machine. RDB2, c'est pareil, c'est le nom de la base de données distribuée. Hein. Ensuite, vous avez un paramètre qui permet d'indiquer si vous voulez faire la recherche, donc, parce que là, il va faire la recherche. Alors, la recherche, je ne l'ai pas indiqué ici, mais on a plusieurs possibilités. On peut faire du positionnement absolu, hein, donc slash, blablabla, slash, blabla. Ou alors, on peut faire du positionnement relatif, hein, donc sans commencer par le slash. Et à ce moment-là, ça sera par rapport au working directory, hein, donc, de l'utilisateur qui exécute la fonction en question. Hein, et dans le subtree directories, ben, vous pouvez indiquer si vous voulez descendre dans les sous-répertoires, oui ou non. Quoi. Voilà. Après, on peut rechercher donc soit des répertoires, soit des fichiers stream, donc des fichiers de l'IFS. On peut éventuellement, et je n'ai pas du tout testé, je suis désolé, mais là j'ai vraiment pas eu le temps de tester ça, mais on peut tester d'autres types d'objets, comparer d'autres types d'objets, donc des objets liens symboliques, hein, donc, ou étoile save, donc tout ce qui peut se sauvegarder, donc tout là, sauf les sockets, ou étoile all, c'est tout ce que vous avez là. Bon, j'ai pas testé avec ça, j'ai juste testé avec les répertoires et les fichiers de l'IFS. C'est quand même la fonction la plus, je dirais, intéressante au départ en tout cas. Donc j'ai fait quelques essais juste pour vous faire voir. Là vous voyez, donc je suis dans mon répertoire sur ma machine 1, donc pb/json. J'ai un sous-répertoire, un sous-sous-répertoire, et puis à l'intérieur un fichier. Et puis j'ai deux fichiers, film et film2.json. L'autre côté, en fait, je n'ai que ça. Donc je n'ai que ce fichier-là sur la partition 2. Donc si je fais un compare IFS, de pb/json d'un côté à pb/json de l'autre en indiquant le nom de la machine distante. Là, j'ai fait plusieurs essais juste pour vous faire voir. Là, j'ai indiqué que je ne voulais pas descendre dans les sous-répertoires, hein, donc no dans le subtree directories, et j'ai dit que je voulais m'arrêter au répertoire, pas au fichier stream, hein, donc pas au fichier l'IFS, mais uniquement au répertoire, et je veux juste comparer les noms. Quoi, voilà. Quand il fait ça, et ben, il me dit juste en fait que comme je me suis arrêté au répertoire uniquement et que je ne suis pas descendu dans les sous-répertoires, bah, il me dit juste en fait que ce répertoire-là n'existe pas de l'autre côté. WS d'un côté, hein, donc n'existe pas de l'autre. Okay. Si je descends dans les sous-répertoires, hein, donc si je mets étoile yes, enfin pas étoile, pardon, si je mets yes, bah, il va me dire, en fait, il va descendre dans les sous-répertoires. Donc non seulement il y a WS qui n'existe pas, mais il y a aussi WS rest, bien sûr, qui n'existe pas. Voilà. Hein, donc il descend jusqu'au sous-répertoire, hein, tant qu'il trouve des sous-répertoires. Et s'il y en a plusieurs, il m'en donnera plusieurs. Et s'il y a plusieurs répertoires au premier niveau, bien sûr, il me donnera donc tous les répertoires au premier niveau. Ça, c'est en indiquant juste les répertoires, d'accord, donc étoile dire. Si j'indique les stream files, eh bien, je vais, et là, je ne suis pas descendu, hein, donc no, quoi, je ne suis pas descendu sur les répertoires, donc il regarde juste à la racine s'il y a des fichiers qui existent d'un côté qui n'existent pas de l'autre. Et là, il me dit, bah, film2.json qui existe ici n'existe pas ici. Bon, enfin, voilà, c'est assez basique, hein, je suis au niveau des répertoires ou je suis au niveau des fichiers, je descends dans les sous-répertoires ou je ne descends pas. Hein, donc, voilà, et puis qu'est-ce que j'ai fait ici en plus? Ben là j'ai fait le yes avec le stream file, donc je suis descendu dans les sous-répertoires, donc il est redescendu jusqu'à m'indiquer aussi liste film.json qui n'existait pas ici. Bon, donc c'est très bien, on a le moyen de savoir en fait si des fichiers sont identiques de chaque côté, s'il en manque de chaque côté ou si il n'en manque pas, ou enfin voilà, donc de comparer entre deux partitions ou éventuellement entre deux répertoires sur la même partition. Donc, on n'est pas obligé d'un renseigner RDB2, hein, ça peut rester à la valeur nulle. Okay. Et puis si je mets étoile IS, j'ai fait toutes les combinaisons possibles, donc si je mets étoile IS pour descendre dans les sous-répertoires et que je veux comparer les attributs et que je descends au niveau des stream files, bah, là il va regarder les attributs, hein, donc, vraiment. Donc les droits par exemple, la date de création, hein, donc si la date n'est pas la même, bah, il va me le relever, hein, donc dans les attributs, la date en fait fait partie des attributs qui sont comparés. Les droits font partie des attributs qui sont comparés, hein, donc là, je n'avais pas les mêmes droits de chaque côté. Hein, je n'étais pas en fait avec les droits publics de la même façon. Bon voilà, si c'est protégé par les autorisations d'un côté ou pas, enfin, ça vous permet de comparer les attributs. Ouais. Ça arrive en quelle version de l'OS? Alors, compare IFS,
Hop. Donc c'est pas une histoire de version d'OS, c'est une histoire de groupe de PTF sur DB2, puisque c'est un fichier, c'est un service IBMI, donc IBMI Technology Update. Et en fait, il faut aller. Oh là, ouais ben, ça va être long ce soir. Il faut aller donc sur les IBMI Services. Et puis, on va faire une petite recherche parce que sinon il va y en avoir beaucoup trop. Hop. Voilà. Donc voilà, il faut être voilà, dans. Alors ça c'est 7.5, ça c'est 7.4, ça c'est 7.3, ça c'est 7.2. Donc effectivement, c'est à partir de la 7.4 uniquement. Et il faut avoir ce groupe de PTF en fait, non, ce groupe de PTF d'installer, excuse-moi, parce que le level 29 ou le level 8 ici, hein, par rapport au 7, c'est ce qui apporte le fait de pouvoir le faire sur la partition distante. Donc, quand ils l'ont sorti, en fait, on ne pouvait le faire avec le level 7 ou le niveau 28 que sur la même partition, et puis le RDB2 est apparu en fait avec le level 8 ou le level 29. La partition cible doit également être en 7.5 ou 7.5. Et la partition cible, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Là, il faudrait qu'on regarde dans le détail, hein, je ne sais pas. Mais comme ça a l'air d'être un peu long. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de te répondre là. Bon, sinon on regardera, mais il faut, ouais. Tu sais, il faut aller là, puis après il faut aller dans la doc. Ça doit être indiqué, mais je n'ai pas fait attention. Très honnêtement, j'ai pas fait attention. Donc, bah, ils en parlent même pas. Pas sûr, tu sais, il fait que se connecter en fait en DRDA, donc. Je suis pas sûr qu'il y ait besoin de quoi que ce soit. Il faut que. Je pense pas. Je suis pas sûr. Très honnêtement, je suis pas sûr. Bon voilà. Donc comparaison de fichiers. Donc compare file ou compare IFS. Maintenant qu'on a comparé, c'est très bien. Mais ce qui serait bien, c'est de pouvoir synchroniser, de se dire, ok, bah, c'est différent. Est-ce que je peux synchroniser automatiquement en fait entre mes deux partitions? Donc pour faire ça, alors il y a plusieurs possibilités pour faire de la synchro entre deux machines, mais je voulais vous faire voir un exemple d'open source. On parle beaucoup d'open source sur l'IBMI, puis en fait on s'en sert pas tant que ça, alors qu'il y a des modules à l'infini. Hein, donc je voulais vous en faire voir un, c'est AirSync. C'est un module open source. Donc là, effectivement, si on veut synchroniser en fait entre deux partitions, il faut installer AirSync sur les deux partitions. Donc, je me suis cassé un peu la tête au départ parce que je n'y avais pas pensé. Et la connexion se fait en SSH entre les deux. Vous avez vu qu'il y a de plus en plus de SSH partout maintenant, hein, donc dans VS Code, c'est obligatoire. Enfin bon, ça devient le point d'entrée maintenant quand on veut se connecter quelque part. Donc il faut créer des clés SSH sur les deux partitions. Donc j'ai indiqué la manip là dans le support, comme ça si vous n'avez jamais vu comment on fait pour créer des clés SSH. Bon, Julien Laurier avait fait un topo sur SSH à l'université IBMI 2023, mais si vous voulez voir comment on le fait, je l'ai indiqué ici. Hein. Donc on va créer les clés SSH, donc la paire de clés donc privée publique sur la partition source, et puis on va aller copier la clé publique sur la partition cible pour pouvoir donc se connecter en SSH entre les deux partitions. Alors, donc, déjà, AirSync, c'est un module open source. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec les modules open source, mais si ce n'est pas le cas, c'est pas compliqué. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est simple, c'est ça. Donc, vous ouvrez ACS, vous allez dans le module, tout à fait en bas, pardon, donc dans gestion des modules open source. Ça ouvre donc une petite fenêtre. Là, il y a une mire entre les deux, là, profil et mot de passe. Et puis, le système donc, vous donne les modules open source qui sont installés sur votre machine, les mises à jour disponibles, donc ça c'est le deuxième onglet, les mises à jour disponibles pour les modules qui sont déjà installés, hein, donc est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle version qui est arrivée, et puis les autres modules qui sont disponibles et qui ne sont pas installés. Donc là, je suis parti de zéro, hein, sur une machine où il n'y avait rien. Donc je suis allé dans le module disponible, ça s'appelle AirSync, hein, voilà, tout simplement. J'ai pris, j'ai fait installer. Donc, voilà, ça dure même pas 3 secondes, enfin j'exagère un peu, mais à peine 10 secondes. Donc c'est vraiment facile à faire.
Donc vous faites installation. Et puis voilà. Ensuite, donc ça c'est vraiment simple, hein, franchement. Donc je vous rappelle, les modules open source sont pour la majorité d'entre eux en fait estampillés par IBM, donc sur un référentiel IBM. Donc ils ont été testés, ils sont validés, et IBM les met à jour régulièrement donc, dans le repository. Donc vous pouvez facilement récupérer les mises à jour par ce moyen-là. Si vous voulez l'automatiser un petit peu, les choses, vous passez par du Yum, qui permet d'installer les packages open source, quoi. Mais bon, par ACS, ça marche aussi très bien. Et si éventuellement votre IBMI n'est pas connecté à Internet, vous pouvez, en fait on ne le voit pas ici, mais je suis désolé, j'aurais dû mettre la mire, mais entre la partie de gauche là, et le premier écran, il y a une mire où on vous demande profil et mot de passe. Et là, vous avez une petite option en fait, qui permet de faire un tunnel, justement SSH, sous forme de proxy. Donc le PC sert de proxy, donc c'est votre PC qui est connecté à Internet qui récupère le package open source, et ensuite vous communiquez entre votre 400 et votre PC. Donc j'ai dit entre votre 400 là, j'ai dit ça. Là vous pouvez applaudir, ouais, là franchement, c'est terrible, c'est terrible. Bon. C'est fou ça. Bon, je ne vais pas m'en remettre. Donc votre IBMI et votre PC. Donc le PC sert de proxy et c'est facile de pouvoir télécharger aussi les packages si votre IBMI n'est pas connecté à Internet. Bien, donc on installe ça et ensuite il va falloir ouvrir une session shell sur la partition IBMI. Bon, vous prenez ce que vous voulez, ça peut être du PuTTY, ça peut être du StartQSH, ça peut être du RDI, enfin bon, il y a des outils qui permettent de se connecter en shell sur l'IBMI, il y a plein d'outils qui permettent de le faire. Moi je l'ai fait avec VS Code. VS Code il a un avantage quand même, c'est que c'est assez facile à utiliser, puisque quand vous êtes sur un répertoire dans VS Code, vous avez juste à faire Open Terminal Here, et puis pof, ça ouvre la session shell. Au départ, quand vous installez VS Code, alors, VS Code, je vous encourage à l'utiliser, même si vous n'êtes pas développeur, en fait, parce que c'est un outil absolument, vraiment chouette pour faire les scripts shell, pour voir des B2, pour gérer des B2. Donc, ce n'est pas un outil que pour les développeurs. Il y a quelques personnes qui utilisent déjà VS Code, là Ah oui, quand même. Ah ouais. Donc, bien, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe. Tout est dit. Tout est dit, c'est gratuit, effectivement. Bon, on fait moins de choses qu'avec RDI, mais on en fait quand même de plus en plus. On en fait de plus en plus. Non, c'est un bon outil, franchement, c'est vraiment chouette. Et donc, effectivement, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, vous téléchargez VS Code depuis l'IBMI, n'importe quoi, depuis le web. Vous installez l'extension Code for I, et mieux encore, le IBMI Development Pack. Comme ça, vous avez tout dedans. Donc, IBMI Development Pack. Donc, ça se télécharge, c'est vraiment très, très simple. Ça peut même s'installer carrément d'ici, puisque là, vous pouvez gérer vos extensions. Et il vous dit tout ce qui est installé ici. Donc, si vous tapez IBMI, il va vous afficher tout ce qui concerne l'IBMI. Voilà. Donc, ça, c'est Code for IBMI, c'est la base. Mais le mieux, c'est carrément le IBMI Development Pack, parce que là, vous avez plein de choses, en fait, en plus, dont l'extension DB2, par exemple, qui permet de gérer la base donnée. Donc ça, c'est plutôt sympa. Puis après, vous créez des connexions vers vos partitions. Alors ça peut être des connexions qui demandent un mot de passe, ça peut être des connexions qui sont en SSH, elles aussi. Donc là, mon BC74, je suis en mot de passe, mais le BC75, je suis en SSH, donc je n'ai pas besoin de mettre mon mot de passe. Et là, je mets n'importe quoi, pardon. Et on ne le voit pas ici, mais là, il est en train de faire un certain nombre de choses. La première fois que vous le faites, quand vous configurez VS Code, ce qui est sympa, c'est qu'il vous demande votre répertoire en cours. Donc, normalement, c'est Home et puis le répertoire de votre profil. Il vous demande si vous voulez utiliser Bash comme shell, et je vous conseille fortement de le faire, parce que c'est certainement le shell le plus facile à utiliser. Voilà, et donc il configure déjà un peu les choses. Et puis après, une fois qu'on a ça, vous voyez, on peut gérer sa liste de bibliothèques, gérer ses objets, gérer l'IFS. Et puis dans gérer IFS, on peut faire en fait des raccourcis vers des répertoires de l'IFS. Donc,
Voilà. Et puis une fois qu'on a donc qu'on s'est mis quelque part, eh bien on peut faire un clic droit, Open Terminal, hein, et ça va démarrer une session Shell en Bash, parce que j'ai configuré Bash dès le départ quand j'ai installé. Et là, je peux saisir mon Shell, c'est assez facile à utiliser. Donc je vais utiliser que ça là pour dans les copies d'écran, j'ai mis que ça parce que ça me semble vraiment très facile à utiliser, mais ça marche aussi par RDI ou par d'autres. Et si vous préférez le 5250, vous pouvez le faire en 5250. Hein, mais... Ok. Donc, le AirSync, une fois qu'il est installé, j'avais rien à faire, hein, je l'ai juste installé sur l'IBMI, j'ai démarré une session Shell. Si vous tapez AirSync-H, ben vous avez toutes les options que vous pouvez indiquer quand vous faites du AirSync. Donc, synchroniser des fichiers et des répertoires, ça peut se faire sur la même machine et ça peut se faire sur des machines différentes. Donc vous avez beaucoup d'options, hein. Très honnêtement, vous en avez des dizaines et des dizaines et des dizaines d'options, hein. Donc là j'ai mis que le premier écran, mais il y a beaucoup d'options. Je vous ai indiqué les principales, si vous voulez commencer à travailler, il en manque, hein, mais je vous dis voilà les principales. Donc si vous voulez créer une archive, donc une sauvegarde en fait de ce que vous voulez synchroniser, donc ça, hein, vous pouvez prendre tout un ensemble de répertoires et de fichiers et carrément créer une archive, donc une copie. Le mode verbose, bon c'est classique, le "-v" c'est pour pouvoir avoir des infos plus détaillées. Et puis après, ben, vous pouvez dire, est-ce que je descends dans les sous-répertoires? Est-ce que je comprime? Donc, quand ça va circuler sur la ligne, ça tiendra moins de place en fait pour aller sur la deuxième partition. Est-ce que je veux préserver l'heure? Donc, est-ce que si c'était l'heure de maintenant sur la machine 1, il garde bien, il met la même heure sur la machine 2, quoi. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Est-ce que je ne copie pas les fichiers qui éventuellement sont déjà plus récents sur la source que sur la cible que sur la source? Donc, s'ils ont été modifiés sur la cible, je les touche. Ceux-là, je les synchronise pas. Hein. Tiret delete, ben, est-ce que si j'en supprime sur la source, est-ce que c'est la supprime aussi sur la cible? Donc, voilà. Je peux en exclure certains, donc en copier et en exclure. Et puis, et là très honnêtement, ben, j'ai pas eu le temps, les journées sont vraiment trop courtes, les nuits aussi, vous indiquer le nom du package AirSync sur la partition cible. J'ai été obligé de le faire, ça m'embête parce que normalement, AirSync est installé sur les deux machines au même endroit et je pensais qu'il allait le trouver tout seul, même en configurant le home, même en faisant plein de choses. Enfin, j'étais obligé à chaque fois d'indiquer le AirSync Pass. Je pense qu'il me manque quelque chose, mais j'ai pas eu le temps d'aller plus loin, hein, très honnêtement. Donc je l'ai mis, mais je pense qu'on peut faire un petit peu plus simple. Mais bon, j'ai testé pour voir si ça marchait. Donc sur la même partition, AirSync, donc -AVR, hein, le AVR ici, bah, c'est A comme archive, V comme verbose, R, je descends dans les sous-répertoires. Vous pouvez combiner comme ça les options. Mon répertoire d'origine, mon répertoire destination. Là, par exemple, j'ai pris mon pb/JSON et je l'ai synchronisé pour qu'il crée une archive qui s'appelle json.save. Et donc, ça me crée un répertoire qui s'appelle json.save et qui comprend tout ce que j'avais ici. Il me l'a recopié en dessous. Voilà. Donc, bon, j'ai fait une copie de mon répertoire. Okay. Ça, c'est bien, mais on veut aller un peu plus loin. Donc, si on veut synchroniser des fichiers entre deux partitions, comme je vous le disais, il faut générer les clés SSH. Ça va générer une clé publique, une clé privée, et ensuite il faut copier la clé publique donc sur la partition cible. Donc pour générer les clés SSH, c'est pas très compliqué, toujours dans le shell SSH-keygen, hein, donc génération de clés SSH. Ça va générer une paire de clés, et ça vous dit, ben voilà, donc la clé privée se trouve dans ce fichier-là de tel répertoire de votre répertoire en cours. Donc, voilà. Vous pouvez vous placer avant, hein, ailleurs, hein, si vous préférez. Là, je suis resté dans le répertoire en cours. Et puis la clé publique, donc c'est ce fichier-là. Donc une fois qu'on a la paire de clés qui est stockée donc, sur l'IBMI source, il faut maintenant en fait qu'on aille les copier sur l'IBMI cible. Et là, il y a plusieurs moyens de faire, très honnêtement. Comme je voulais le faire vraiment tout IBMI, complètement à partir de l'IBMI, j'ai installé deux autres modules open source, donc, qui s'appellent OpenSSH et qui s'appellent CoreUtil-ZANU. Et je les ai installés donc, de la même façon, hein, donc install, hein, sur ma partition source. Et pourquoi? Parce que ça me permet d'utiliser en fait une commande SSH qui s'appelle SSH Copy ID. Et c'est assez pratique parce que ça permet de prendre la clé publique en fait, qui est sur le source et de la copier directement sur la machine cible au bon endroit. Donc j'ai indiqué, vous voyez, SSH Copy ID, le nom du profil sur lequel je me connecte, l'adresse IP ou le nom IP. Je suis désolé, j'ai des adresses IP qui circulent, là c'est pas très bon, mais en clair là, j'ai oublié de les masquer, bon bah tant pis. Voilà.
et ça va copier en fait les clés voilà, hein, donc, de l'autre côté. Donc ça c'est chouette. Pour voir si ça marche bien, donc une fois que les clés sont copiées, hein, donc vraiment ça n'a aucune difficulté pour faire ça. Hein, donc, une fois que ça marche bien, bah, il vous le dit d'ailleurs, essayez de vous connecter en SSH en fait directement maintenant. Et donc j'ai fait SSH profil et le nom de la partition distante. J'ai pas eu besoin de saisir de mot de passe, hein, donc il y a bien eu l'échange de clés entre les deux. Et une fois que j'ai connecté, j'ai fait exit pour sortir donc, de ma session, donc source. Donc ça marche bien, les clés sont copiées de chaque côté, et donc maintenant je vais pouvoir faire mon AirSync. Et c'est là où je vous dis que j'ai été obligé, et j'ai pas encore trouvé pourquoi, de rajouter le chemin pour lui dire en fait où se trouvait AirSync sur la machine cible. Alors, j'en profite pour vous faire voir, si vous n'avez jamais fait d'open source, /qOpenSea/package/bin, c'est là où sont stockés tous les packages open source. À chaque fois que vous installez un package open source, c'est stocké dans ce répertoire. Si un jour vous jouez au jeu Common, hein, vous savez qu'a présenté Nathanaël ce matin, là, le jeu de cartes, avec les questions, là, il y a une question là-dessus. Donc, histoire de gagner quelques points. C'est une question à 2-3 points, je ne sais plus. Mais, voilà, donc AirSync. Et puis j'ai indiqué en fait donc, le nom du répertoire que j'avais sur ma machine source, et puis sous quel profil, et je veux aller de l'autre côté, donc pardon, le nom de mon profil, adresse IP, ou nom IP, pardon, et puis le répertoire donc sur la destination, sur la cible. Et donc il l'envoie en fait, hein, donc une liste incrémentale, et je suis passé de ça. Avant, il y avait ça, et puis bah, tout ce qu'il y avait de ce côté, il me l'a copié de l'autre côté, en fait, de façon incrémentale. Et après, bah, on peut faire des choses plus sophistiquées. Hein, donc là, j'avais essayé de rajouter un nouveau film, donc film3.json. Si je refais mon AirSync ici, entre mes deux partitions, ben, on voit bien qu'il fait l'incrémental. Il ne copie que le nouveau. Là, hein, il ne m'écrase pas tout, il ne me remet pas tout. Hein, donc il a détecté qu'il y avait déjà tout le reste de l'autre côté. Il a un algorithme assez puissant et assez performant en fait, pour vérifier les différences entre les deux. Et il ne me copie donc que le nouveau, hein, que je n'avais pas avant, et qui me copie donc sur la partition. Et je vous dis, bah, non, moi, je ne m'en sers pas tout le temps quand je veux copier mes fichiers en fait, d'un répertoire à un autre, d'une partition à un autre. Quoi, donc. Voilà, alors après j'ai testé différentes options. Le --delete, c'était de dire, ben voilà, il n'existe plus sur le source, il existait sur la cible, ben, après le AirSync, il n'existe plus sur la cible. Voilà, bon, vous avez compris le principe, hein, je ne vais pas y passer toute 2 heures, mais voilà l'idée. Et c'est du shell script, hein, donc c'est du script shell, donc si vous voulez après faire un petit peu d'automatisation, ben, vous pouvez encapsuler ça dans un programme en CL. Alors, il est brut de fonderie, hein, je suis désolé, le programme en CL, hein, il faudrait mettre des variables, il faudrait faire de la concaténation, il faudrait mettre des paramètres, enfin bon, etc. Mais juste pour vous faire voir, voilà, hein, donc j'ai fait mon AirSync ici, dans la commande QSH, hein, d'accord. Et je lui ai dit de passer en mode de ne pas faire une sortie écran, parce que par défaut, si vous ne faites rien de particulier hein, et que vous exécutez en interactif, ça fait une sortie écran. Hein, donc, et vous devez faire F3 pour sortir du terminal. Donc le fait de changer la variable d'environnement là, qui s'appelle QSH CMD output à none me permet donc d'exécuter ça aussi bien en interactif qu'en batch et de ne pas avoir de sortie écran. On peut faire des choses un petit peu mieux, plutôt que de faire ni sortie écran, ni sortie du tout. Comme ici, on pourrait mettre, je ne sais plus quel est l'attribut, mais de mettre un nom d'un fichier dans l'IFS qui va contenir le résultat. Ça permet de récupérer, de savoir si ça s'est bien ou mal passé, et si ça s'est mal passé, de voir pourquoi ça s'est mal passé. Bon voilà, et puis donc j'ai un petit programme CL, et à chaque fois que je l'appelle, bah, ça synchronise en fait mon fichier PB.json entre les deux partitions. Donc à améliorer bien sûr, hein, puisque ici on a quand même... j'ai tout mis en dur quand même, hein, donc bon, c'est pas très beau, mais c'était juste pour vous faire voir. Bon, voilà pour la synchronisation et la comparaison de fichiers entre partitions. Il y a des personnes qui utilisaient déjà AirSync, en fait. Ah oui, quand même. 1, 2 aussi, déjà 3. Donc, et vous l'utilisez, si c'est pas indiscret, en fait, régulièrement pour faire des archives, des backups, des... Copier des images, des fichiers. Ok. Et vous?
Pour du backup. Oui. Pour du backup. Donc, Par contre, juste une petite chose, c'est vraiment un retour d'expérience. Attention à la cotation. Il faut bien que les deux rsync soient dans des versions qu'ils ont des virants presque identiques, c'est ça, ouais, donc, presque identiques. Ouais. Oui, il y a des paramètres en fait qui nécessitent que le rsync soit à jour de chaque côté et le mieux c'est effectivement quand je mets à jour d'un côté, je mets à jour de l'autre, voilà, parce que sinon on peut effectivement avoir d'autres problèmes. C'est une petite introduction, hein, c'était juste pour vous expliquer et vous faire voir un des exemples. Alors après j'ai indiqué d'autres petites choses sur l'IBMI, que vous connaissez peut-être et certainement pour certains, et puis d'autres que vous ne connaissez peut-être pas, j'en sais rien, on verra bien. C'était juste pour vous faire voir que dans ACS, quand vous allez donc dans la gestion de l'IFS d'ACS, je ne suis toujours pas reparti sur le fichier JSON et le répertoire JSON ici, on a la possibilité de prendre un ou plusieurs fichiers, un ou plusieurs répertoires, et de faire envoi, et de choisir en fait là où les machines, les partitions en fait, sur lesquelles vous voulez envoyer vos fichiers. Hein, donc, vous pouvez en choisir plusieurs là. Moi je ne savais pas ça, bêtement, j'en prenais qu'un, puis en fait, voilà, bon. On peut en choisir plusieurs, et donc ça envoie sur de multiples partitions hein, vos fichiers IFS. Donc ça, c'est une petite astuce que moi je ne connaissais pas donc, par ACS. Après, la gestion, donc deuxième partie, la gestion des certificats numériques. Bon, ça c'est une introduction vraiment, hein, parce que là c'est un vrai sujet, on pourrait en parler plus d'une heure dessus, mais je voulais juste là aussi faire une introduction sur les 3 moyens qui permettent de 4 moyens qui permettent de gérer les certificats. Donc, vous avez des certificats numériques qui sont stockés dans des magasins de certificats, donc Étoile System hein, ou d'autres magasins de certificats. On peut les gérer. On peut les gérer bien évidemment par l'interface web donc, qui s'appelle DCM. Hein, donc vous savez, 2001/DCM. Vous ouvrez votre magasin de certificats, donc ici Étoile System, profil, mot de passe, n'importe quoi, mot de passe, et vous voyez vos certificats. Hein, donc si vous n'avez jamais vu, il y a des couleurs différentes. Hein, quand ils sont rouges, c'est que c'est expiré. Quand ils sont jaunes, c'est que ça va bientôt expirer. Quand c'est blanc, tout va bien. Et là, par défaut, vous ne voyez que les certificats avec type clé privée, donc qu'on appelle. Il y a un filtre par défaut hein, où on ne voit que les certificats client-serveur, enfin serveur-client, mais sinon on peut voir aussi tous les certificats qui sont installés sur la machine, y compris ceux des autorités de certification connues et dignes de confiance. Donc, à ce moment-là, vous pouvez en avoir bien plus, bien évidemment. Donc là, ce sont les certificats que j'ai créés, et ça se gère donc par DCM, c'est assez classique. Et puis vous avez toutes les options, bien sûr, qui permettent donc d'importer un certificat, d'exporter un certificat, d'affecter un certificat à une application, de renouveler un certificat, etc. etc. Ok, ça c'est l'interface web de DCM. Moi, ce que je voulais vous faire voir, c'est les autres possibilités qui existent aujourd'hui pour la gestion des certificats. Donc la première chose, c'est un service SQL. Hein. Donc il existe un service SQL qui s'appelle Certificate Info, qui ne permet pas de faire grand-chose, qui permet de voir vos certificats. Hein. On ne peut pas les gérer, mais ça permet de voir en fait les certificats. Hein, donc, si vous ne renseignez pas le premier paramètre, donc il va aller chercher dans le fichier des mots de passe, dans le fichier protégé des mots de passe. Hein, celui-là, c'est pas celui que vous gérez, hein, c'est le fichier qui est créé donc par le système, par DCM. Et puis, dans le deuxième paramètre, vous pouvez indiquer le chemin vers le magasin de certificats. Si vous ne mettez rien, c'est le magasin Étoile System par défaut. Donc celui que je vous ai fait voir là, j'avais 4 certificats donc, dans mon magasin Étoile System. Si je fais un select étoile from table, donc vous voyez c'est encore une fois une fonction table, hein, donc une UDTF, certificate info. Je n'ai pas mis de mot de passe, hein, donc il va le chercher dans le fichier protégé, et je n'ai pris que les certificats en fait là, donc qui m'intéressaient, pas l'ensemble de tous les certificats de la machine. Je voulais isoler ceux qui étaient des autorités de certification. Et je retrouve mes 4 certificats avec la date de validité, hein, donc la taille de la clé, il y a plein d'autres paramètres, enfin plein d'autres infos. Donc pour afficher la liste des certificats, on n'est pas obligé de passer par DCM, on peut le faire en SQL. Ça c'est la première chose, donc Certificate Info.
La deuxième chose, et donc après, ben, on peut effectivement, excusez-moi, oui, on peut jouer un peu sur la clause SQL. Je veux voir les certificats qui vont bientôt expirer, ceux qui ont déjà expiré, enfin, etc., etc. Donc, les certificats qui vont expirer dans les 3 mois. Voilà, bon. C'est une requête SQL, donc après vous faites ce que vous voulez hein, sur les where dans les colonnes, quoi. Après, je voulais vous faire voir quelque chose qu'a créé Gaïa, donc je ne sais pas si c'est Nathanaël, je crois, ou Pierre-Louis, enfin j'en sais rien, ou Julien, bon, peu importe. Ils ont fait donc des scripts SQL en fait qui permettent non seulement de voir les certificats, mais de voir les applications qui sont donc qui utilisent des certificats et quelle application utilise tel certificat, telle application utilise tel certificat. On n'a pas ça dans le service SQL, malheureusement. Donc, dans le certificat info qu'on a vu. Donc eux, ils ont encapsulé des API en fait. Donc, voilà, ils ont fait un petit source, il est dans GitHub, hein, donc c'est de l'open source. Vous pouvez le récupérer. C'est les applications et les certificats associés. Ça marche assez bien. Voilà. Et après, vous avez un autre outil open source qui a été développé par Jesse Gorzinski, qu'on voulait faire venir cette année et puis qui n'a pas pu venir, malheureusement. Donc Jesse Gorzinski, c'est monsieur open source hein, au niveau IBM mondial. Et lui, il a créé tout un ensemble d'outils pour l'IBMI qui permettent donc de créer un magasin de certificats, donc de voir les certificats dans un magasin de certificats, de renouveler un certificat, d'exporter, d'importer, d'affecter aux applications. Voilà, donc il y a tout un ensemble en fait d'outils qui sont disponibles et qu'il a créé et que vous pouvez télécharger facilement. Donc j'ai essayé pour voir un petit peu. Quand vous allez dans la doc, hein, donc un petit peu plus loin, il vous dit voilà comment l'installer. Yum install blablabla. Hein, donc voilà. Donc j'ai fait un copier tout simplement ici, j'ai fait un coller en fait dans mon script, dans ma session shell, dans VS Code ou ailleurs. D'accord, Yum install. C'est pas estampillé IBM, hein, donc on l'a pas dans le repository des modules open source en fait qu'on a vu tout à l'heure. Quand on passe par ACS. Donc là, on passe par ce qu'on appelle un yum install, hein, qui permet de vous indiquer l'URI où se trouvent donc, les outils en question, et ça les installe en fait de la même façon que si on passait par ACS. Donc une fois que c'est installé, eh bien, vous avez tout un ensemble de commandes, hein, c'est celle que l'on a vue ici, donc tout un ensemble d'outils. Ce sont ceux qui sont là. Par exemple, DCMView donc, me permet de voir mes différents certificats. Quoi. Donc, et puis, pour chacun des certificats, il va me dire quelle est l'entité, quelle est la date de validité, etc. etc., etc. Donc ça permet de lister les certificats. Mais vous avez aussi, en fait, tous les autres. Hein, donc import, export, assign, renew, etc. etc. Bon, c'était juste pour vous faire voir que ça existe, et que si vous avez besoin de gérer en mode commande, en fait, donc des certificats, on peut aussi le faire par ces deux outils-là. Et puis le troisième moyen donc, de gérer les certificats, eh bien, ce sont les fameuses API RSE, hein, dont j'ai parlé un petit peu ce matin. Donc RSE, je vous rappelle, c'est un ensemble d'API REST qui permettent de se connecter à l'IBMI et qui permettent de faire des opérations sur l'IBMI, donc en mode REST. Hein, donc, on pouvait jusqu'à présent donc, accéder aux bibliothèques, accéder aux fichiers, accéder aux objets, accéder à l'IFS, exécuter du SQL, exécuter du CL. Ce qu'ils ont rajouté donc, récemment, c'est la possibilité donc, de gérer les certificats numériques. Je dis récemment parce que c'est juin 2024, je crois. Donc, voilà, maintenant, on peut aussi gérer les certificats numériques. Alors, on n'a pas tout, hein, très honnêtement, on n'a pas tout, mais si il y a une session, c'est quand c'est demain, hein, qui est faite par Julien Laurier, je crois, sur les API RSE, si vous voulez voir tout ce qu'on peut faire avec RSE. Mais vous avez donc tout un ensemble d'API qui permettent donc, de voir les applications avec les certificats associés. Donc, alors vous voyez, c'est soit du GET, soit du POST, hein, donc c'est de l'API REST. D'ajouter un certificat, exporter un certificat, importer un certificat, enfin, supprimer un certificat, etc., etc. Et tout ça donc par une API REST, d'accord, donc une URI hein, que vous pouvez utiliser n'importe où, d'accord. Donc on accède à l'IBMI en API REST, une autre façon d'accéder à l'IBMI. Voilà, il n'y a pas le renouvellement.
Il n'y a pas le renew. Donc, il manque une chose, c'est le renew. Il n'y est pas. Donc, pour le moment, il n'y est pas. On va voir si s'il le rajoute, mais pour le moment, il n'y est pas. Bon, voilà, donc 3 moyens, en plus de DCM, de gérer les certificats. Donc, SQL, les outils open source de Jesse Korsinski et les API REST. Après, j'ai mis quelques autres rubriques. Quelle heure est-il? 4h49 et on doit terminer à 5h? Non. Mais pourquoi je suis toujours en retard? C'est fou, ça. Combien il me reste de slides? 30 slides? Oh là là. Au secours! Non, mais bon, ça va aller vite. Allez, vous allez voir. Si je veux exécuter une commande en langage de contrôle sur un système distant, je suis sur un système local, je veux exécuter une commande sur un système distant, je peux le faire en faisant un call, le nom de la machine distante, .q62.qcmdexec et la commande distante. Si vous ne connaissiez pas ça, ce qu'on appelle les non qualifiés en 3 parties, ça permet d'exécuter des informations sur la machine distante. On peut faire des inserts, on peut faire des updates, on peut faire des creates, on peut faire des calls. Donc si vous voulez, à partir de votre machine locale, supprimer des récepteurs de journaux sur la machine distante ou ce genre de choses, donc call, le nom de la machine, .q62.qcmdexec et la commande que vous voulez exécuter sur la machine distante. Le Q70AB740 ici, c'est le nom de ma base de données distribuée, donc que je retrouve dans le Work Remote Database Directory comme tout à l'heure. Okay. Et quand je fais ça, il se connecte avec un profil et un mot de passe que j'ai enregistré dans un add SVR AUTE, donc profil local, profil distant, mot de passe distant. Et ici, j'indique QDDM, DRDA, serveur en majuscule, puisque ça va utiliser du DRDA en fait quand je fais ça. Bon, s'il y a besoin, donc, et c'est très pratique. Alors, je vous rappelle aussi que mais ça je vous renverrai au topo que j'ai fait tout à l'heure, mais on peut aussi créer en local une table et aller chercher des données distantes et les insérer dans la table locale. Donc create table et puis insert et puis on va aller chercher les données donc sur la machine distante. Insert, pardon, as et on va chercher les données sur la machine distante. Envoyer un message de type status en RPG. Je vous l'ai mis parce que moi j'en ai assez souvent besoin. Là, je suis dans un écran RPG, c'est un sous-fichier, un écran 5250, c'est un sous-fichier. Et ce que je voulais envoyer, en fait, c'est un message en bas, là, mais pas un message d'erreur avec un erreur MSG ou ce genre de choses. Je vais juste envoyer un message de type status, en disant que quand le sous-fichier s'affiche, j'ai le nombre de films qui ont été chargés dans le sous-fichier, par exemple. Il y a un moyen très très simple de faire ça, donc c'est un code opération RPG qui s'appelle SYND-MSG, et ça, donc, depuis juin 2024 aussi, je crois. Étoile status, maintenant, on peut mettre ici. Avant, on ne pouvait envoyer que des messages de type information ou des messages de type escape, donc d'arrêt programme. Maintenant, on peut envoyer des messages de type diag, comp, status, et puis il doit y en avoir un autre, j'ai oublié. Qu'est-ce que je vais envoyer comme message? Et ici, j'indique %target étoile EXT. Donc file d'attente externe, mais comme c'est un message de type status, eh bien, ça va apparaître en bas de l'écran. Donc un simple message qui n'est pas lié en fait à une erreur ou à une zone de saisie en erreur. Après, qu'est-ce que j'ai mis? Si éventuellement vous avez besoin de changer un mot de passe, de changer le mot de passe d'un profil, en fait, sur plusieurs partitions, toujours pareil, dans ACS. Quand vous êtes dans édition préférence, vous voyez, vous avez quelque chose qui s'appelle mot de passe. J'ai oublié d'entourer en rouge, là, mais c'est mot de passe. Vous avez vos machines, vous prenez vos machines, une ou plusieurs partitions, et vous faites clic droit, modifier le mot de passe. Et ça va modifier le mot de passe sur toutes les partitions. Toujours pareil, on peut choisir du multipartition dans ACS, que ce soit pour l'envoi de fichiers, que ce soit pour la modification des mots de passe. Bon, c'est assez pratique quand on doit changer son mot de passe sur plusieurs machines. Mettre à jour ACS de façon centralisée. Donc vous savez, ACS évolue 2 fois par an. ACS, vous pouvez le mettre à jour de 2 façons. Soit vous le mettez à jour de façon individuelle sur votre PC, d'accord, donc rechercher les mises à jour, etc. Soit, en fait, vous installez le dernier groupe de PTF HTTP, parce que dans ce groupe de PTF HTTP, vous avez la dernière version d'ACS qui est fournie. Donc à chaque fois qu'ACS évolue, il y a un groupe de PTF qui contient la dernière version d'ACS. Vous mettez à jour donc votre serveur HTTP, le groupe de PTF sur le serveur HTTP. Ensuite, donc, je vous ai indiqué où est-ce que ça se trouvait. Donc voilà, ça se trouve dans ce répertoire-là. Et dans ACS, vous pouvez configurer en disant, ici, quel est le système
qui va être utilisé pour rechercher les mises à jour. Vous mettez le nom de la machine donc, qui contient le groupe de PTF à jour. Si vous le faites de façon automatique dans le fichier de config, hein, donc il y a une propriété pour ça, check update system. Et puis après, eh bien, vous pouvez soit, en fait, toujours dans les préférences, dire que vous voulez être notifié ou ne pas être notifié. Si vous cochez que vous êtes notifié, ben, chaque fois que vous allez vous connecter et que vous n'êtes pas à jour, il va vous dire, ben voilà, il y a une mise à jour qui est disponible, est-ce que vous voulez l'installer? Et donc il va l'installer à partir de l'IBMI. Si vous ne cochez pas, ben c'est quand vous allez faire aide rechercher les mises à jour, qui va aller regarder ce qu'il y a sur l'IBMI et qui va vous proposer le même écran. Voilà. Est-ce que vous voulez être notifié ou est-ce que vous ne voulez pas être notifié? Mais dans les deux cas, la dernière version d'ACS est centralisée sur l'IBMI et tout le monde peut aller rechercher les mises à jour et installer en fait à partir de l'IBMI. Comme ça, tout le monde a la même version d'ACS hein, sur son poste. Ça ne change pas la config perso, hein, donc, etc. Bon voilà, s'il y a besoin, on peut mettre à jour ACS de façon centralisée. Bon après, on revient sur des choses que vous connaissez certainement plus. Hein, donc, je veux connaître les profils NetServer qui ont été désactivés. Quand vous allez dans IBM Navigator for E et que vous choisissez donc vos serveurs TCP/IP, vous prenez votre serveur IBM NetServer et là vous avez une entrée hein, qui s'appelle ID utilisateur désactivé. Donc ça permet de le voir facilement par l'interface graphique IBM Navigator for E, on peut le voir aussi par ACS. Et là, surtout, ce que je voulais surtout vous faire voir dans cet exemple-là, déjà si vous ne connaissiez pas ça, mais c'est surtout parce que je vous rappelle que sur tout écran en fait, qui est généré par IBM Navigator for E, vous avez un petit onglet ici qui s'appelle SQL. Et dans cet onglet en fait, SQL, on vous affiche la requête SQL qui permet d'obtenir en fait, ces infos-là. Après, elles sont réhabillées en HTML, mais qui permet d'obtenir ces infos-là. Donc ça, c'est très pratique. C'est la requête SQL qui me permet de voir quels sont les utilisateurs NetServer qui sont désactivés. C'est une information qui est stockée dans la vue User Info. User Info, en fait, hein, c'est une vue qui contient la liste de tous les profils utilisateurs et leurs attributs. Voilà. Après, si vous voulez connaître tous les partages NetServer que vous avez fait, que ce soit des partages de type fichier ou des partages de type printer, eh bien, vous avez là aussi un service SQL qui permet de le faire, un serveur share info, et vous choisissez de être file ou printer, ou les deux, hein, ou all, je crois qu'on peut mettre, et vous aurez la liste donc, de tous les répertoires, pardon, de tous les, je vais y arriver, de tous les partages NetServer, d'accord, avec leurs attributs, hein, donc, nombre de connexions maximum, les droits. Quoi. Donc, serveur share info. Et vous voyez, en fait, il y a des tas de services SQL partout. Hein. IBM utilise partout aussi les services SQL. Après, je vous ai indiqué, je ne vais pas forcément le détailler vu l'heure qu'il est, mais comment rerouter des jobs serveurs, des QZR SOINIT, des QZR CS RVS, etc. Ils s'exécutent tous par défaut, soit dans Q6Work, soit dans QUserWork comme sous-système. Si vous voulez les rerouter dans un sous-système à part, je vous ai indiqué la manip ici. Particulièrement, par exemple, tous les jobs du serveur IWS, vous pouvez dire tous les jobs qui s'exécutent sous tel profil utilisateur et qui sont de type QZR CS RVS, parce que c'est des web services créés à partir de programmes, je veux qu'ils s'exécutent dans tel sous-système. Et vous avez créé votre sous-système avec votre pool mémoire, avec la taille qui va bien, et comme ça, ensuite, vous faites une réorientation par profil. Ça peut être par adresse IP, ça peut être par profil. Et si vous avez utilisé un profil générique dans la création de vos web services, pour exécuter votre web service, c'est souvent ce qu'on fait, hein, on utilise... Alors, sauf si on s'authentifie comme Nathanaël vient de nous le faire voir, mais sinon, si on a un profil en fait donc unique, eh bien, on peut faire une réorientation en fait pour ce profil-là. Alors, je vous ai indiqué ici la doc, tous les types de job serveurs qu'on peut rerouter. Et puis, j'ai mis la manip au complet si vous voulez la tester. Hein, mais bon, voilà, j'ai créé un sous-système avec tout ce qui va bien. Et après, j'ai utilisé en fait le set server SBS routing pour dire, voilà, tous les jobs QZS ou init qui s'exécutent sous le profil SOADemo, je veux qu'ils soient reroutés vers ce sous-système. D'accord ? Ils ne s'exécuteront plus en fait donc, dans QUserWork, mais dans ce sous-système. Et j'ai en fait, j'ai fait pareil ici pour les QZRC SRVS. Hein, donc. Et éventuellement, vous pouvez voir tout ce qui a été rerouté par une vue donc, qui s'appelle Server SBS Routine. Je vous rappelle que vous pouvez aussi, enfin, je vous appelle que vous pouvez aussi voir tout ça par IBM Navigator for E, hein, donc Job Server. Et sur les Job Servers, vous pouvez savoir en fait si c'est rerouté ou pas.
et par combien de profils. Là, j'ai un profil, en fait, hein, sur lequel on a rerouté les jobs. Le profil SOA démo, quoi. Si le système n'est pas démarré, Alors, je ne sais plus. Je l'ai su. à la recette, ou il va la démarrer quand même dans... On a un paramètre. Je crois qu'on a un... Ouais, c'est ça, Il y a un paramètre qui permet d'indiquer... Le système spécifique n'est pas démarré. Voilà. Donc, il y a un paramètre pour ça. Je n'ai pas mis tous les paramètres, mais il y a un paramètre pour ça. Ouais. Il y a d'autres paramètres, en fait, en plus, ici, là. Donc, voilà, donc ça c'était par IBM Navigator for E. Et si on a le détail, ben, on peut savoir quel est le nom du profil en fait, sur lequel on a rerouté. Voilà, ça c'est juste en regardant le détail sur l'écran précédent. Après, est-ce que j'ai voulu essayer un cas qu'on a assez fréquemment chez les clients, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais quand on essaie de poser un trigger, vous savez, on doit avoir un lock dessus, enfin là, il va verrouiller la table pour pouvoir poser le trigger. Avant la V7R4, c'était un lock exclusif. Depuis la V7R4, on peut quand même avoir un lock avec lecture autorisée. Mais il y a quand même un lock. On a la possibilité en fait de changer ça. Ça, c'est le comportement par défaut. Donc j'essaie de créer un trigger. Il me dit que la table est en cours d'utilisation. Si vous êtes dans un environnement 24/24/7/7 ou presque celui-là, c'est toujours difficile de poser les triggers dessus. Donc, on a une propriété, en fait, qui est dans le fichier QAQQINI. Donc, le fichier QAQQINI, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est le fichier, en fait, dans QUSER6 qui contient les propriétés de l'optimiseur DB2, qui s'appelle hello DDL change while open. While open. Est-ce que j'ai le droit de modifier, en fait, donc le fichier alors qu'il est en cours d'utilisation, il est ouvert, quoi. Donc c'est assez simple à tester, hein. Ça n'a vraiment pas été compliqué. J'ai dupliqué alors je l'ai fait pas au niveau système, je l'ai fait dans ma bibliothèque, hein, juste pour voir. Donc j'ai dupliqué, j'ai perdu ma souris, bon, c'est pas grave. Bon, elle est là. J'ai dupliqué le fichier QAQQINI en fait, de Q6 vers ma bibliothèque. J'ai inséré dans ce fichier QAQQINI la propriété hello DDL change while open en mettant yes. Elle n'y était pas en fait. Je pensais qu'elle y était avec une valeur par défaut, mais en fait elle n'y est pas. Donc je l'ai rajoutée. Je pensais faire un update, puis en fait elle n'y était pas. Donc je l'ai rajoutée et j'ai changé les attributs de mon job. Donc pensez bien à faire ça pour dire que la bibliothèque qui va être utilisée pour le fichier d'optimisation, ce n'est plus QUSER6. Là par défaut il y a QUSER6, mais c'est la mienne, c'est-à-dire là où j'ai copié en fait le fichier QAQQINI. Ça c'est si vous voulez tester en fait en local. Sinon, vous changez la propriété vous changez la propriété en question. Et après, bien, vous pouvez poser votre trigger. Ça a mis du temps. Hein. Ça a mis un sacré temps, en fait, pour le faire. Mais ça l'a fait. Donc, après, j'avais commencé à regarder. Il fait plein d'étapes, en fait, pour pouvoir poser ça. Il garde une copie. Toutes les opérations qui sont déjà en cours, en fait, sur le fichier en question, ben, il les garde sans le trigger ou avec la version avant du trigger. Voilà. Et dès que tous les jobs en fait, sont terminés sur le fichier en cours, et ben là, il remplace. Mais bon, ça marche bien. Hein, j'ai pu le poser alors qu'on avait quand même, il était en cours d'utilisation. En fait, aussi bien pour les instructions SQL que pour les commandes CL qui permettent de poser les triggers. Voilà, après j'ai mis quelques petites choses très rapides. Si vous voulez connaître tous les... afficher les historiques de travaux, tous les historiques de travaux pour un utilisateur donné. Peut-être que vous n'aviez pas vu ça, moi je ne l'avais pas vu non plus, enfin je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Donc quand on fait un DSP log F4, on peut choisir le nom du profil et mettre étoile all ici, donc c'est assez pratique. Voilà, on va connaître tous les job logs d'un profil donné. Ensuite, si vous voulez restreindre l'accès à SEU, alors ça c'est ici pour obliger un peu les gens à passer à VS Code ou à RDI, pour les réticents. Donc, eh bien, on a une fonction d'usage qui permet de faire ça. Non, un point d'exit, pardon. On a un point d'exit qui permet de faire ça. QIBM, QSU, là c'est QSEU en fait, mais bon, comme il n'y a que 3 lettres, QSU, hello, edit. Donc qui permet ou non de faire de l'édition. Donc c'est un programme d'exit, il y a un point d'exit qui permet de faire ça. Alors j'ai testé pour voir, je ne vais pas détailler le programme, mais en fait le programme n'est pas compliqué, hein. Très honnêtement, il y a juste ça. C'est pas très compliqué. Vous indiquez en fait quelle est la bibliothèque, le fichier source, le membre source, et dans contrôle, ben, vous allez dire si vous avez le droit ou si vous n'avez pas le droit. Donc là j'ai dit par exemple, je vais récupérer donc quel est l'utilisateur en cours. Est-ce que c'est égal à si c'est égal à QCCOFR, ben je ne fais rien de particulier, donc QCCOFR aura le droit d'éditer donc avec SEU. Sinon,
Si le fichier source, c'est QCL SRC de QGPL, je fais aussi un return, donc j'aurai le droit de faire du SEU en édition sur le QCL SRC de QGPL. Donc vous voyez qu'on peut combiner et choisir en fait exactement les fichiers sur lesquels on a le droit ou on n'a pas le droit. Et puis j'ai dit, ben, dans les autres cas, eh bien, je mets 2, et 2, ça veut dire je n'ai pas le droit d'éditer. Voilà. Et j'ai mis un petit message, en fait, pour voir si ça marchait bien. Ben, j'ai fait un petit message donc, pour voir si ça marchait. Une fois que j'ai créé ce programme, j'ai compilé, j'ai fait work reg inf, hein, donc gestion des points d'exit. Je suis allé sur ce point d'exit, donc QSEU hello edit, j'ai fait option 8, j'ai mis le nom de mon programme, donc le nom de mon programme d'exit. Et après, ben, quand j'ai voulu tester, là, j'étais pas dans QCLSRC, je n'étais pas connecté sous QCCoFR, j'essaye d'éditer un membre source, ben, il me dit que j'ai pas le droit. Erreur trouvée dans la commande start SEU. Si je fais F1, j'ai le message, bien sûr, qui est envoyé par mon programme d'exit qui apparaît ici. Donc on a le moyen d'interdire à différents niveaux en fait, hein, l'utilisation de SEU. Il y a un point d'exit pour ça. Si vraiment vous voulez, bon, ça va râler peut-être, mais, mais c'est possible. C'est possible. Ensuite, quelque chose que j'ai découvert, c'est fou, on découvre des choses assez récemment, mais peut-être que tout le monde connaît ça ici, mais moi je ne savais pas qu'en faisant un DSP, enfin le début d'une commande étoile et F9, on avait accès en fait dans l'historique uniquement aux commandes en fait qui commençaient par DSP-LO par exemple ici. Donc à chaque fois que je fais F9, dans l'historique, il ne me reprend que ce qui commence par DSP-LO. C'est super pratique. Enfin moi je me sers beaucoup de ça maintenant. Donc plutôt que de faire F9 ou d'aller dans le code QCMD et puis de chercher etc. Donc, mais non, mais c'est pas récent. Non, c'est pas récent ça. Je sais. Oui, oui, c'est vrai. Mais, tu as raison. C'est comme le F8, c'est comme. Enfin bon, ouais. Voilà. Puis après, c'était juste pour vous indiquer. Je crois que ça s'arrête là. J'ai fini. Oui, il m'en reste 2. Donc, on a presque terminé. De toute façon, le cocktail ne commence qu'à 17h15. Donc non, ça va. Allez, 2 petites choses encore à voir. Vous savez, la taille des récepteurs de journaux, en fait, donc je peux la choisir quand je fais le CRT-JRN ou a posteriori quand je fais un change JRN. J'ai plusieurs valeurs possibles, hein, donc 6 default, puis après max OPT1, max OPT2, max OPT3. La valeur par défaut, c'est max OPT2. C'est pas tellement en termes de taille du récepteur. Moi, ce qui m'intéresse, et ce que vous pouvez avoir comme souci, c'est que vous savez, le numéro de séquence, en fait, donc du poste du journal, lui, il s'incrémente au fur et à mesure que je change de récepteur de journal. À chaque fois que je change de récepteur de journal, il ne remet pas à zéro le numéro donc, de séquence, il le continue. Et donc à un moment donné, ben forcément, hein, si vous avez des centaines de milliers d'opérations, des millions d'opérations par jour ou par semaine, ça va vite augmenter. Il y a une valeur qui s'appelle max OPT3. Alors max OPT3, je ne sais pas comment ça se prononce, hein, mais le numéro de séquence va bien plus loin que là quand même, d'accord ? Voilà, bon, c'est juste pour vous le signaler, parce qu'effectivement, ce n'est pas la valeur par défaut. La valeur par défaut, c'est max OPT2, donc on est limité à ce numéro de maxi, en fait, ce qui est déjà pas mal, mais sur lequel on peut quand même arriver. Donc, voilà, puis je voulais vous faire voir qu'on peut aussi interroger, si vous voulez voir tous les récepteurs de journaux qui ne sont pas en max OPT3, on a une requête SQL aussi, là pareil, toujours. Hein, donc on a un service qui s'appelle Journal Info. Journal Info, ça vous donne des informations sur votre journal, hein, donc les récepteurs, etc., etc. Et puis la dernière chose, ce sera mon dernier slide, je voulais vous faire voir, là aussi, 2 requêtes SQL. L'une qui permet de vérifier si un utilisateur a des droits spéciaux bien particuliers. Donc je veux savoir si l'utilisateur qui est en cours, là, qui est connecté, dispose bien du job control, OLOBJ, spool control, etc. Hein, donc check special authority, hein, donc droits spéciaux. Et puis une autre qui permet de savoir si on est autorisé ou non à une fonction d'usage, parce que vous avez peut-être vu, mais il y a de plus en plus d'opérations système qui nécessitent d'être autorisées via des fonctions d'usage. Hein, l'administration de la sécurité de base de données, par exemple, voilà, ce genre de choses, il y en a plein, hein, mais... Donc pour savoir si un utilisateur est bien autorisé ou non à une fonction d'usage, eh bien vous avez une fonction SQL qui permet de savoir ça, quoi. Allez, je suis désolé, j'ai débordé, mais bon, il y avait beaucoup de choses à dire là aussi. Donc, merci.